Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire euh, seconde partie sur la mise en place et le renouvellement du CSE. Les échéances approchent. Comme vous le savez, nous allons arriver au terme d'un premier cycle de 4 années d'élections consécutives aux ordonnances Macron et à la mise en place du CSE. Avant de commencer le webinaire, un petit mot de présentation du cabinet HDV Avocats. C'est un cabinet formé de spécialistes en droit du travail, en relations sociales, en protection sociale complémentaire et en droit de la sécurité sociale. Cabinet qui est jeune, qui a été fondé en avril 2020 par maître Michel Morand et maître Valérie Barbin, que j'ai rejoint pour ma part en 2021. Nous intervenons aussi bien en conseil qu'en judiciaire ou dans le cadre de formations qui nous sont demandées par nos clients en intra ou en inter. Nous sommes basés à Paris, Clermont-Ferrand et Lyon. Pour ma part, je suis un jeune avocat puisque j'ai prêté serment en février 2021 et que j'ai rejoint le cabinet HDV à ce moment-là, après un parcours en entreprise et puis également en collectivité locale. Donc, ravi de vous accueillir pour ce second webinaire qui va porter sur trois questions clés. La question du vote électronique, celle de l'établissement des listes électorales et enfin l'établissement des candidats. Lors de la dernière présentation qui vous avait été faite, nous avions traité de la mise en place des établissements distincts et du périmètre du CSE, du calendrier électoral et du protocole d'accord préélectoral. C'est une intervention que vous pouvez retrouver sur YouTube. S'agissant du vote électronique, donc le vote électronique a été inséré dans le Code du travail en 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique. On le retrouve donc aux articles L 2314-26 et R 2314-5 et suivants du Code du travail. Nous allons parcourir rapidement les conditions de sa mise en place, de sa mise en œuvre et puis également couvrir le sujet de l'influence du vote électronique sur le déroulement du scrutin. S'agissant de la mise en place du vote électronique, la Cour de cassation a rendu un arrêt l'année dernière, à peu près à cette époque, le 13 janvier 2021, en éclairant l'ensemble des entreprises sur les modalités de mise en place du vote électronique. En effet, ce n'est que lorsqu'à l'issue d'une tentative loyale de négociation, qu'un accord collectif n'a pu être conclu, que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique. Donc, il y a une obligation, lorsqu'on souhaite mettre en place le vote électronique, de mener à bien une négociation qui soit loyale, et ce n'est qu'à défaut d'un accord que l'on peut mettre en place le vote électronique par décision unilatérale. Alors, cette obligation de négociation, elle est subordonnée à la présence de délégués syndicaux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de délégués syndicaux dans votre entreprise, vous n'avez pas une obligation de négociation ou de solliciter le CSE pour négocier un accord sur le vote électronique. Non, si vous n'avez pas de délégués syndicaux, vous pouvez directement mettre en place le vote électronique par décision unilatérale. En ce qui concerne l'accord qui peut être conclu, donc c'est un accord qui est conclu selon les règles de droit commun, les règles de l'accord majoritaire. C'est un accord qui peut être conclu soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau du groupe. Mais on ne peut pas conclure un accord pour mettre en place le vote électronique au niveau d'un établissement au sein de l'entreprise. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui date de 2016, qui avait à l'époque opposé l'entreprise Renault au syndicat FO. En ce qui concerne l'établissement, en revanche, un accord qui met en place le vote électronique au niveau de l'entreprise peut prévoir que les établissements prévoient des modalités spécifiques pour le vote électronique en fonction de leur environnement de travail, par exemple. Donc, il y a une adaptation possible au niveau de l'établissement, mais un établissement ne peut pas, on ne peut pas conclure un accord au niveau d'un établissement. En ce qui concerne les règles de validité de l'accord, donc l'accord doit être signé naturellement par l'employeur
et les règles de l'accord majoritaire par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE, et ce, quel que soit le nombre de votants. Cet accord peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Et un point important qui concerne l'entrée en vigueur de l'accord, et que je rappelle ici, puisqu'on va voir, c'est un élément important en termes de déroulement du calendrier et de la préparation des élections. Hein, l'entrée en vigueur de l'accord, sauf stipulation contraire, hein, c'est à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DRETS, et c'est l'article L2261.1 du Code du travail. Alors, comme l'a dit la Cour de cassation, hein, à défaut d'accord, désormais, on peut mettre en place le vote électronique par décision unilatérale de l'employeur, et ça, c'est depuis la loi travail du 8 août 2016, ainsi que l'ordonnance du 22 septembre 2017. L'échec des négociations n'est plus un frein à la mise en œuvre du vote électronique. Après avoir vu les conditions de mise en place, alors rapidement, parce qu'il y a énormément de dispositions hein, qui doivent être incluses dans un accord ou dans une DU, mais quand même rapidement, quelques éléments de contenu, hein, c'est-à-dire que le vote électronique soit mis en place par accord ou par décision unilatérale. Un cahier des charges s'impose, hein, c'est un cahier des charges qui a été prévu dans le cadre du décret du 29 décembre 2017. Alors, je lis les éléments. Le système de vote électronique doit être au minimum capable de fournir les éléments, donc permettant de prouver de façon irréfutable que le procédé de scellement est resté intègre durant le scrutin. Lorsque vous avez une urne électronique, mais comme quand vous avez une urne physique, hein, c'est la même vérification qui est opérée. L'urne est fermée au début de l'élection, avant l'ouverture du scrutin. Elle reste fermée jusqu'à la fermeture du scrutin. Elle ne s'ouvre qu'au moment du dépouillement. Les clés de chiffrement et de déchiffrement ne sont connues que de leur seul titulaire. Les clés physiques d'une urne, de la même manière, sont remises entre les mains du président du bureau de vote. Le vote est anonyme. La liste d'émargement ne comprend que la liste des électeurs ayant voté. L'urne est dépouillée et c'est bien celle qui contient le vote des électeurs et uniquement ces votes-là. Et ensuite, dernier élément, aucun décompte partiel n'a pu être effectué durant le scrutin, c'est-à-dire le vote électronique peut se dérouler sur plusieurs jours et donc on ne doit pas pouvoir accéder à des décomptes partiels en faveur de telle ou telle liste qui pourraient entraîner naturellement des fraudes. Mais j'allais dire que ces règles-là qui sont dans l'environnement électronique sont les mêmes règles que celles qui sont issues du code électoral pour des opérations de vote physique. S'agissant de la mise en œuvre du vote électronique, la mention obligatoire du recours au vote électronique doit être faite dans le protocole d'accord préélectoral hein, ou dans la décision unilatérale de l'employeur qui organise les élections. Hein. Il est donc nécessaire que l'accord sur la mise en place du vote électronique soit en vigueur au moment de la signature du protocole d'accord préélectoral. C'est pour ça que je vous ai fait une référence tout à l'heure sur le fait que l'accord sur le vote électronique était en vigueur dès le jour qui suit son dépôt auprès de l'adresse. Enfin, le protocole d'accord préélectoral doit inclure une clause spécifique et cette clause spécifique, elle est soumise à une condition de double majorité et non pas à une condition d'unanimité. Voilà pour l'environnement de mise en place du vote électronique. Si on fait maintenant un petit focus sur les obligations de l'employeur au titre de la RGPD, alors historiquement, on sait que c'est la CNIL hein, qui a joué un rôle à côté du législateur et du gouvernement, mais c'est la CNIL qui petit à petit a posé les bases du vote électronique dans les entreprises par ses recommandations, et notamment une recommandation d'avril 2013 dans laquelle la CNIL a indiqué que
l'employeur est l'unique responsable du traitement de l'ensemble des données nécessaires pour le vote électronique, et ce, même s'il recourt à un sous-traitant. Donc, l'employeur est l'unique responsable du traitement des données nécessaires pour le vote. Deuxième point sur le système de vote électronique qu'il faut rappeler ici, c'est le système que vous mettez en place à l'occasion des élections doit faire l'objet d'une expertise indépendante. Et ça a été rappelé par le Conseil d'État dans un arrêt de 11 mars 2015 qui précise bien que il résulte des dispositions des articles R2314-9 à R2314-12 du Code du travail relatifs aux modalités de recours au vote électronique pour l'élection des délégués du personnel, dont l'objectif est de garantir la sincérité des opérations électorales par voie électronique, que l'utilisation d'un système de vote électronique pour l'élection des délégués du personnel est subordonnée à la réalisation d'une expertise indépendante lors de la conception initiale du système utilisé, à chaque fois qu'il est procédé à une modification de la conception de ce système, ainsi que préalablement à chaque scrutin recourant au vote électronique. Donc, c'est quand même une affaire de spécialistes. C'est pour cela que la plupart des entreprises choisissent de confier l'opération et le vote électronique à un prestataire spécialisé. Il en existe de nombreux aujourd'hui. Alors, le titre de ce slide, c'est les obligations de l'employeur au titre de la RGPD. Il y a eu une évolution avec l'entrée en vigueur de la RGPD, des attentes de la CNIL s'agissant du vote électronique. Alors, une nouvelle délibération CNIL a été éditée en 2019, le 25 avril 2019, dans laquelle désormais l'employeur n'a plus d'obligation d'information préalable de la CNIL, mais doit inscrire le vote électronique dans le registre des traitements des données personnelles de l'entreprise. De plus, il doit se livrer à une évaluation des impacts et des risques liés au déroulement du vote. Alors, j'ai inséré un lien hypertexte, je vais voir s'il fonctionne et si vous pouvez le voir. Voilà, j'ai l'impression que tout s'est bien passé. Et donc, si vous êtes sur le système de vote par Internet de la CNIL, vous voyez, vous devez vous remplir une grille d'analyse qui se fera avec comment dirais-je, le prestataire ou le sous-traitant et qui vous permet d'évaluer, dans le cadre du déroulement du vote, quels sont les risques du point de vue RGPD. Donc, je reviens sur ma présentation. J'espère que vous êtes avec moi. Et donc, l'employeur va pouvoir évaluer les risques liés au recours au vote électronique pour une élection en classant ce risque modéré, risque important. Et à chaque niveau de risque, il va devoir mettre en place des mesures de prévention. Donc, je vous invite à aller sur ce lien de la CNIL. C'est très bien fait. Ça permet de voir tout de suite quels sont les points sensibles et les questions qu'il faut se poser. Et nous poursuivons d'ailleurs sur cette question de la sécurisation du vote, puisque comment va se dérouler le scrutin. Le point d'attention est primordial pour moi, c'est celui qui est lié à la transmission des informations personnelles qui sont nécessaires au vote. C'est un point sur lequel on a eu plusieurs prises de position de la CNIL, mais aussi de la Cour de cassation. Alors, j'ai pris quelques exemples ici pour vous illustrer cette attention que vous devez avoir sur les conditions dans lesquelles vous transmettez des informations personnelles nécessaires au vote. Alors, la délibération CNIL du 11 avril 2013 qui nous dit en l'absence de mesures permettant de s'assurer que seul l'électeur aura accès aux moyens de vote ou destinés à séparer l'identifiant du mot de passe, les exigences de confidentialité prévues tant par le décret que par la délibération de la CNIL ne sont pas satisfaites. Alors, la CNIL a donné là un avertissement à cet employeur. On a également un risque d'annulation de l'élection en cas d'atteinte à la confidentialité et au secret du vote. Et au secret du vote, avec une jurisprudence de la Cour de cassation de février 2013. Dans cette affaire-là, la personne
recevait ces codes d'authentification sur sa messagerie personnelle sans autre précaution qui aurait pu prévenir une éventuelle détournement ou fraude de l'électeur. J'ai cité également d'autres jurisprudences qui sont plus récentes, du 27 novembre 2019, où la Cour de cassation a sanctionné un employeur qui avait envoyé les identifiants de mot de passe aux électeurs par lettre simple à leur domicile. Donc voilà, il y a de multiples situations qui ont été vues et pour lesquelles vous devez sécuriser la transmission des informations personnelles nécessaires au vote. Maintenant, lorsqu'on prend le vote électronique et qu'on s'intéresse au déroulement du scrutin, on a une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui est venue nous dire que la vérification de l'urne électronique n'a pas à être réalisée publiquement et immédiatement avant l'ouverture du scrutin, alors que d'un autre côté, avec une urne physique, on vérifie forcément qu'elle est vide. Les horaires d'ouverture et de fermeture du scrutin sont délimités et doivent pouvoir être contrôlés par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales. Le vote électronique peut se dérouler en dehors du temps de travail et en dehors du lieu de travail. C'est aussi un des intérêts du vote électronique pour des populations, soit des populations postées, soit des populations itinérantes, que de pouvoir ouvrir plus largement la plage de vote et le moment où l'on décide de vote et le lieu où l'on vote. Enfin, la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Voilà. La clôture du vote et le dépouillement sont faits avec les clés qui sont remises aux membres du bureau de vote avant le début de l'élection. Voilà, j'ai essayé de couvrir un peu différents points sur le vote électronique. De mon expérience, et j'ai eu une expérience assez précoce sur le vote électronique puisque je l'ai mis en place pour la première fois en 2008, donc à une époque où il n'y avait pas toute cette législation. C'est vraiment un plus dans le cadre du déroulement de l'élection, en termes de participation, en termes de facilité aussi d'organisation pour les équipes RH. Alors, il y a un côté un peu désuet, sympathique à aller chercher une urne auprès de la mairie, à reprendre des papiers de couleur, à faire des enveloppes, les listes, etc. Bon, ce sont aussi des bons moments. Mais le vote électronique vous permet d'être beaucoup plus efficace, de limiter énormément les sources d'erreurs. Et avec une bonne communication aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans les mœurs des salariés. Donc, je souhaitais, dans le cadre de cette présentation et de cette préparation des élections, en dire quelques mots. Maintenant, on va revenir sur des sujets un peu plus classiques au niveau d'une élection. C'est deux points essentiels, l'établissement des listes électorales d'un côté et l'établissement des candidats de l'autre. Alors, je vais essayer de ne pas être trop redondant sur ces questions-là parce qu'elles sont généralement bien connues, mais simplement rappeler qu'il s'agit pour l'établissement des listes électorales, donc une responsabilité de l'employeur. Alors, la question habituelle, mais quelles sont les mentions qui doivent figurer sur une liste électorale? Eh bien, il ne faut pas faire tout figurer sur une liste électorale, vous devez faire figurer nom, prénom des salariés, âge ou date de naissance, date d'appartenance à l'entreprise, appartenance à l'entreprise ou mise à disposition et date de l'entrée ou ancienneté dans l'entreprise. Voilà, ce sont les seules mentions qui sont obligatoires sur les listes électorales. Vous ne devez pas faire figurer l'adresse du domicile du salarié et vous n'avez pas à faire figurer des éléments qui sont liés au coefficient hiérarchique du salarié sur les listes électorales. Ces éléments et le coefficient hiérarchique des salariés, en revanche, doivent pouvoir être communiqués aux organisations syndicales qui en feraient la demande aux fins de vérifier notamment la bonne composition des listes électorales par collège. Vous devez établir une liste électorale par collège, conformément et en respectant les dispositions du PAP ou la répartition qui a été effectuée par la DRETS en cas de désaccord lors de la négociation sur le protocole d'accord préélectoral. Ensuite, la liste électorale, et ça c'est important aussi, c'est une question qu'on a souvent, elle est valable pour les 2 tours de l'élection. Elle ne saurait être modifiée entre ces 2 tours sous peine d'annulation des élections. Elle doit être publiée au plus tard 4 jours avant le premier tour des élections. Pourquoi? Parce qu'il y a un contentieux spécifique sur la validité des listes électorales qui fait qu'une fois publiées, on dispose d'un délai de 3 jours pour les contester éventuellement.
Et puis enfin, il y a une obligation de communiquer ces listes électorales à tout syndicat représentatif qui les demande, qu'ils soient implantés ou non dans l'entreprise. On a souvent cette question, oui, mais on me demande de communiquer des listes électorales, mais je ne les connais pas. Bon, en tout état de cause, vous devez transmettre et communiquer ces listes électorales à un syndicat qui vous en ferait la demande et à tous les syndicats qui seront admis à présenter des candidats au premier tour. Ensuite, alors un sujet qui est aujourd'hui aussi bien balisé, hein, ce sont les conditions pour être électeur. Alors c'est un sujet bien balisé, mais c'est aussi un sujet technique sur lequel il faut être extrêmement précautionneux, se poser les bonnes questions en amont, ne pas hésiter à faire et refaire pour s'assurer qu'on a bien intégré l'ensemble des salariés l'ensemble des électeurs qui devaient l'être, salariés ou non d'ailleurs, et puis également qu'on a bien pris en compte toutes les situations spécifiques. Les conditions pour être électeur. La première des conditions, c'est être salarié de l'entreprise, c'est-à-dire être titulaire d'un contrat de travail. Hein, je rappelle que être titulaire salarié de l'entreprise, c'est toute personne qui travaille sous la subordination juridique de l'employeur, moyennant une rémunération. Voilà. Ça détermine l'électeur et l'électeur. Donc, ça concerne tous les salariés qui sont en CDI, les salariés qui sont en CDD, lorsque leur contrat est en cours au jour de l'élection, y compris s'ils remplacent un salarié absent, hein, et s'ils satisfont aux autres conditions. Ça concerne également les salariés à temps partiel. Alors, le salarié à temps partiel, lui, qui peut travailler dans plusieurs entreprises, peut aussi avoir la faculté de voter dans plusieurs entreprises. Mais on a également les salariés de contrats aidés, de contrats de professionnalisation, de contrats d'apprentissage. Donc là, on a des listes hein, qui sont assez facilement accessibles et qu'on peut tenir à votre disposition dans le cadre de futures opérations électorales. Alors un point aussi qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que sont également concernés en tant qu'électeurs les salariés dont le contrat est suspendu. Hein, c'est-à-dire absence, congé maternité, congé parental d'éducation, congé pour convenance personnelle, congé sabbatique. Donc, tous ces salariés-là doivent être inclus hein, dans nos listes électorales. En revanche, sont exclus les salariés des entreprises temporaires qui, eux, votent dans leurs entreprises de travail temporaire. Deuxième condition pour être électeur, être âgé de 16 ans au premier jour du scrutin, ça n'appelle pas de commentaire particulier. Troisième condition, n'avoir encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique. Alors là, vous allez me dire, mais comment est-ce que l'employeur peut vérifier cela? Bon, il dispose de très peu de moyens en pratique pour le vérifier, puisqu'il ne peut pas demander dans ce cadre-là un extrait de casier judiciaire. Ou exiger du salarié qui lui présente une carte d'électeur. Dernière condition, une ancienneté minimale de 3 mois. Alors, pour calculer l'ancienneté, c'est important de faire un point, pour calculer l'ancienneté, il convient d'additionner les périodes de travail en y ajoutant les périodes d'absence assimilées par la loi ou les conventions collectives à du temps de travail effectif. Hein, donc, l'ancienneté peut résulter aussi de contrats distincts, séparés par des périodes d'interruption. On a tout un tas de situations comme ça, où notamment l'ancienneté est cumulée lorsqu'on est dans le cadre d'un transfert du contrat de travail au titre du L1224.1 du Code du travail, sur ces sujets-là. Un point sur l'ancienneté qui est particulier, c'est que l'inspection du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté, notamment si leur application a pour effet de réduire à moins des 2/3 de l'effectif, le nombre de salariés qui pourraient être électeurs. C'est une disposition du Code du travail, c'est le L2314-25, et c'est une disposition qui est assez rarement utilisée, mais qui a pourtant, je trouve, un intérêt pour de jeunes entreprises qui créent pour la première fois leur CSE ou des entreprises dans lesquelles il y a un fort taux de turnover. Donc, à retenir que cette condition d'ancienneté minimale de 3 mois peut faire l'objet de dérogations.
Alors, dans les cas particuliers, j'ai gardé uniquement ce cas particulier des salariés mis à disposition qui, eux, ont un droit d'option. Par défaut, les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice sont électeurs dans leur entreprise d'origine, à laquelle ils sont liés par un contrat de travail. Toutefois, ils peuvent être électeurs dans l'entreprise utilisatrice si ils remplissent une double condition, être présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y avoir travaillé depuis 12 mois continus. Voilà. Si cette double condition est satisfaite, alors ils peuvent exprimer leur choix d'exercer leur droit de vote au sein de votre entreprise. Faut-il intégrer les cadres de direction aux listes électorales? Je vais aller assez rapidement sur cette question parce qu'on l'a déjà traité lors du dernier webinaire. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation considérait que le chef d'entreprise n'est ni électeur ni éligible, même s'il est lié à l'entreprise par un contrat de travail. Et cette jurisprudence constante, elle s'est étendue également à l'ensemble des salariés assimilés à l'employeur dès lors qu'ils détenaient sur un service, un département, un établissement de l'entreprise, une délégation particulière établie par écrit, ou dès lors qu'ils représentaient effectivement l'employeur aux réunions avec les IRP. Donc cette lecture étendue par la Cour de cassation de salariés assimilés à l'employeur et donc de l'article L2314-18 du Code du travail avait abouti à exclure un bon nombre de salariés de cette possibilité d'être électeurs aux élections. Dans sa décision du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a conclu à la non-conformité à la Constitution de l'article L2314-18 du Code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, au motif suivant: en privant de salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur à l'élection du CSE, au seul motif qu'ils disposent d'une telle délégation ou d'un tel pouvoir de représentation, porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. Faut-il intégrer à date les cadres de direction aux listes électorales? La réponse est non. En revanche, au plus tard, au 31 octobre 2022, oui, il faudra intégrer les cadres de direction. Je poursuis cette présentation sur la préparation des élections avec des questions liées à l'établissement des candidatures. Et là, on est sur l'article L2314-19 et suivant du Code du travail. Tout comme nous avons vu pour les électeurs des conditions pour être électeur, les conditions d'éligibilité ont été posées et sont les suivantes. Pour être éligible, il faut être âgé de 18 ans accompli et avoir travaillé dans l'entreprise depuis au moins 1 an de manière continue ou non. Alors là aussi, je vous l'ai mis entre parenthèses, l'inspection du travail peut accorder des dérogations sur cette condition d'ancienneté dans le cas où son application conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. Là aussi, on est sur la situation de l'entreprise qui organise ses premières élections de CSE parce qu'elle vient de franchir le seuil pendant 12 mois consécutifs. Donc, il y a on va dire, une relation à établir avec l'inspection du travail si vous constatez que vous auriez besoin de réduire l'ancienneté nécessaire pour être éligible. Ensuite, dans les conditions d'éligibilité, certaines personnes ne sont pas éligibles du fait de leur lien de parenté avec le chef d'entreprise. Il s'agit du conjoint, du partenaire d'un PACS, un concubin, un ascendant, descendant, frère, sœur, et alliés au même degré de l'employeur. En revanche, ces personnes peuvent être électeurs s'ils n'exercent pas des fonctions les assimilant à l'employeur. S'agissant des membres de la direction, donc c'est le côté face du sujet qui a été vu par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution, donc ne peuvent être candidats les salariés qui détiennent sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, et ce,
en tenant compte de leur degré réel de liberté et d'autonomie pour exercer leur activité. Alors, il y a pas mal d'exemples sur ces questions-là, où on a des salariés qui, bien que disposant d'une délégation, peuvent quand même être éligibles. Ainsi, dans une jurisprudence de 2003, la Cour de cassation a considéré qu'un cadre qui ne peut que transmettre les réclamations des salariés à l'employeur sans pouvoir prendre lui-même de décision sur ces réclamations peut être candidat. On a aussi des jurisprudences plus récentes de 2019, du 15 mai de la Cour de cassation, où est éligible la directrice d'une association qui certes bénéficie d'une délégation de pouvoir, mais qui doit agir sous l'autorité de la direction générale et ne peut signer de contrat de travail à durée indéterminée ou exercer le pouvoir de l'employeur ou encore représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel. Donc, on a de nombreux exemples de situations où la Cour de cassation s'attache au degré réel de liberté et d'autonomie des personnes concernées. Et j'ai un arrêt en tête qui est le plus récent, qui est l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020, et qui synthétise bien la jurisprudence. Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les instances représentatives du personnel. Et une fois que l'on a dit ça, tout est livré à l'appréciation du juge. Et récemment, on a eu en janvier 2022 une décision qui concernait, et c'est un sujet qu'on rencontre souvent en entreprise, le responsable du service de sécurité des conditions de travail ou de l'agent de sécurité. Est-ce que cette personne-là, avec ces fonctions-là, peut être éligible au CSE? Et la Cour de cassation vient nous dire que oui, elle peut être éligible au CSE lorsque ils ont simplement vocation à intervenir de façon ponctuelle sur un périmètre de responsabilité qui est leur et dont on sait que la CSSCT va exiger qu'il soit présent aux différentes réunions. Voilà pour les conditions d'éligibilité qui ont été posées à la fois par le Code du travail et la jurisprudence. Maintenant, si on regarde la constitution des listes de candidatures, on va regarder les choses à deux niveaux. Le premier niveau sera les candidats au premier tour et ensuite les candidats au second tour. Au premier tour, il y a un monopole des candidatures syndicales, comme vous le savez, c'est l'article L2314-29. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les syndicats qui sont habilités à présenter des listes? Bon, naturellement, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, les syndicats qui sont affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, et les syndicats satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitués depuis au moins 2 ans et dont les champs professionnels et géographiques couvrent l'entreprise ou l'établissement concerné. Ensuite, quelles sont les règles de présentation des listes? C'est l'organisation syndicale en tant que telle qui présente la liste des candidats. Ça signifie qu'une section syndicale constituée dans l'entreprise qui est dépourvue de personne morale ne peut présenter en son nom une liste de candidats au premier tour. Elle doit nécessairement le faire par le biais d'une organisation syndicale. Ça, c'est le Code du travail, article L2122-3-1. La personne ensuite qui dépose la liste doit disposer d'un mandat express de la part de l'organisation syndicale. Alors, c'est une question qu'on a souvent, oui, mais c'est monsieur là, qui m'a remis cette liste. Oui. Donc, la question qu'il faut poser systématiquement, c'est pouvez-vous me donner le mandat de votre organisation syndicale pour déposer cette liste au premier tour des élections professionnelles? Si vous ne le faites pas, vous perdrez alors la possibilité par la suite de contester le dépôt de cette liste
et le cas échéant, d'utiliser cet argument pour remettre en cause la validité et le déroulement du scrutin. Dernier point sur les règles de présentation des listes, on sait que les organisations syndicales peuvent présenter une liste commune, c'est une disposition qui est prévue par l'article L2122-3 du Code du travail. Alors, une petite particularité sur la liste commune, c'est qu'il appartient au syndicat de bien préciser, lorsqu'il dépose la liste, les modalités selon lesquelles les bulletins seront comptabilisés pour chacune des organisations, hein, et ce afin de permettre le calcul de la représentativité tel qu'il est prévu aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre. Les candidats au second tour, donc vous savez qu'un second tour doit être organisé 15 jours après le premier tour, hein, dans des circonstances précises, et en cas d'absence de candidature au premier tour. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des inscrits à l'issue du premier tour, ou enfin, si les sièges n'ont pas été pourvus au premier tour. Donc, l'organisation du second tour, les candidatures sont dites libres, c'est-à-dire que les électeurs peuvent voter au second tour pour des listes autres que celles présentées par les syndicats. Une liste de candidats qui a été établie et déposée valablement par un syndicat au premier tour et, sauf avis contraire du syndicat, présumée maintenue pour le second tour. Enfin, particularité du second tour, c'est que chaque candidat libre qui se présente individuellement, sans se regrouper avec d'autres candidats, doit être considéré comme constituant à lui seul une liste. Ça a un impact notamment au moment du dépouillement sur la répartition des sièges et l'allocation des sièges. Voilà pour les règles de présentation au second tour. Aujourd'hui, sur ces listes et sur ces questions de candidature et d'éligibilité, il y a une transformation qui est en cours depuis 2015 maintenant, qui concerne la question de la représentation équilibrée des femmes et des hommes pour chaque liste de candidats. C'est une règle d'ordre public absolue, hein, donc ça veut dire qu'on ne peut y déroger, le protocole d'accord préélectoral ne peut y déroger. Tout syndicat présentant une liste au premier tour comme au second tour doit respecter la parité pour chaque collège électoral. Décision de la Cour de cassation du 13 février 2019. Alors, la Cour de cassation n'impose pas les mêmes obligations pour les listes de candidats libres au second tour, qui, eux, peuvent ne pas respecter une représentation équilibrée de femmes et d'hommes. Il y a quelque part une discordance entre les attentes, alors qui peut s'expliquer, certes, par les faits, par le terrain, mais qui peut aussi sembler, d'ailleurs, les syndicats ont réagi en ce sens, anormal à certains. Ensuite, il faut bien comprendre le mécanisme pour obtenir une représentation équilibrée des femmes et des hommes pour chaque liste de candidats. Alors, ce mécanisme, il est décrit par l'article L231430 et il nous dit la chose suivante. Lors d'une élection au CSE comportant plusieurs candidats, les listes de candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des deux sexes. Donc, le principe est assez clair. Là où les choses se compliquent, c'est lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats et à désigner pour chacun des deux sexes. Et donc, il faut appliquer une règle de l'arrondi qui, là encore, est présente dans le Code du travail. Donc, si la proportion n'aboutit pas à un nombre entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à 0,5 et à un entier inférieur en cas de décimale inférieur à 0,5. Par exemple, si la proportion du collège, je prends un exemple, si la proportion du collège est de 38% d'hommes et de 62% de femmes, et que le nombre de postes à pourvoir est de 7, il faudra présenter alternativement 4 femmes et 3 hommes. 38% de 7 postes, ça fera 2,6 postes arrondis à 3 pour les hommes, et 62% de 7 postes, ça fera 4,3 arrondis à 4 pour les femmes. Voilà.
En cas de sexe dit ultra minoritaire, le Code du travail prévoit que les syndicats n'ont pas l'obligation de présenter un candidat du sexe en question. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation du 11 décembre 2019. Pour terminer sur la question de la représentation équilibrée des hommes et des femmes, venir donc d'une manière synthétique, vous dire qu'il y a une exigence de proportion et une exigence d'alternance. Donc l'exigence de proportion, c'est la répartition des femmes et des hommes de chaque collège électoral est fixée en fonction des effectifs et de la composition du corps électoral, tels qu'ils sont connus au moment de la négociation du PAP. Donc, peu importe qu'il y ait une modification de la liste électorale postérieurement. Ensuite, cette exigence de proportion peut que, sauf dans le cas exceptionnel où un sexe est ultra minoritaire, ce qu'on a vu juste avant, une liste doit toujours comporter au moins un représentant de chaque sexe. Une exigence d'alternance, donc oui, parce que c'est bien de prévoir une représentation proportionnée, mais si on voyait un seul sexe truster l'ensemble des premières places sur les listes, on aurait un risque de non-représentation de l'un des deux sexes. Donc, les listes de candidats doivent être construites avec une alternance de candidats d'un sexe puis de l'autre, afin d'éviter de favoriser des candidats de l'un des deux sexes en les plaçant de façon privilégiée en position éligible. Alors, la conséquence du non-respect de cette exigence de proportion ou de cette exigence d'alternance, c'est le risque d'annulation d'élection dans un cas de l'élu du sexe surreprésenté, et puis dans le cas du non-respect du principe d'alternance, une liste irrégulière a pu être jugée valable quand même en raison de l'élection de tous les candidats. Voilà. Donc, il y a une nuance à faire selon le résultat de l'élection en termes de conséquences pour la non-alternance des candidats. Dernier point, avant de conclure ce webinaire, le dépôt des listes. Donc, il n'y a aucune formalité spécifique qui est imposée par le Code du travail. Les modalités elles sont définies soit dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, soit dans le cadre de la décision unilatérale de l'employeur. Alors, il est conseillé de désigner nominativement la personne physique à laquelle les listes doivent être adressées et sous quelle forme ces listes doivent être adressées. Courrier recommandé accusé de réception, lettre remise en main propre, qui sera, qui est à mes yeux la meilleure façon, puisque c'est l'occasion de demander le mandat à la personne qui vous dépose une liste de candidats au premier tour. Lorsque c'est l'employeur qui définit les modalités de dépôt des listes, donc en dehors du cadre du protocole d'accord préélectoral, le non-respect de ces modalités ne peut pas conduire à écarter une liste de candidats, sauf si cette liste cela porte atteinte au bon fonctionnement, au bon déroulement du scrutin. Bon, par exemple, une liste qui serait remise la veille du scrutin doit être écartée naturellement. La date de dépôt des listes des candidats. Donc, il n'y a pas de délai qui est légalement fixé pour déposer une liste, mais là, c'est plutôt le bon sens et le côté pratique des opérations qui font qu'il faut s'assurer que chacun a bien l'information sur la date de dépôt des candidatures déterminée dans le PAP ou l'ADU de l'employeur. Et en général, les choses se passent d'autant mieux aujourd'hui que on peut utiliser l'intranet de l'entreprise, on peut utiliser plusieurs moyens qui permettent de rentrer en contact avec les salariés. Voilà. Alors, est-ce que l'employeur a des prérogatives en matière de contestation des listes? En cas de désaccord, l'employeur ne dispose d'aucune prérogative pour modifier ou retirer une liste avec laquelle il sera en désaccord. Donc, il doit saisir le tribunal judiciaire. Et cette contestation, elle se fait soit avant le scrutin, afin que le juge ordonne le retrait de la candidature ou de la modification de la liste, soit dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé le temps qui m'était imparti pour cette présentation. Je souhaitais vous remercier d'y avoir participé, vous inviter à me poser toute question qui vous semblerait utile, soit directement, soit via la petite enquête qui va vous être envoyée.
Et puis également, vous indiquer que vous pouvez revoir cette intervention sur les chaînes YouTube du cabinet. Merci beaucoup. Au revoir.